Gérard? Oui, trois remarques. Premièrement, nous sommes beaucoup d'entre nous des scientifiques ici, et effectivement, pour pouvoir prendre des décisions sur un phénomène, des orientations, il faut bien pouvoir le mesurer d'abord. Donc, je crois que c'est important, et plus on pourra se rapprocher vers un accord sur des méthodes de mesure, plus on saura de quoi on parle. Deuxième observation sur le prix du carbone. Au fond, lorsque les entreprises disent elles souhaitent un prix du carbone, c'est quand même une situation assez originale. Habituellement, les entreprises se tournent vers les pouvoirs publics et demandent des subventions. Là, elles disent nous voulons payer. Parce qu'elles vont payer le prix du carbone. C'est quand même une situation rarissime, et je ne connais pas beaucoup de précédents. Et donc, je me demande si, comme vous disiez, qui va payer, à la fin, ce sera peut-être le consommateur, mais enfin, temporairement, les entreprises émettrices de CO2 vont payer. Dans les ANDC, c'est-à-dire les engagements unilatéraux que l'on récolte actuellement des différents pays dans le cadre de la préparation de la COP 21, est-ce qu'on ne devrait pas demander aux États aussi quel type d'engagement, pas forcément immédiat évidemment, mais à moyen voire à long terme, pour certains comme l'Europe c'est à court terme, pourraient prendre pour l'établissement d'un système de tarification du carbone. Pour l'instant, ce n'est pas systématique. Certains, comme les pays européens, se sont accordés sur un système européen. D'autres, comme la Chine, ont leur propre système qui va évoluer. Dans certains États fédéraux, comme les États-Unis ou le Canada, seuls certains États locaux ou certaines provinces ont mis en place des systèmes, d'ailleurs certains qui marchent très très bien. Mais donc on devrait peut-être pousser les gouvernements à dire, dans les ANDC, au fond, quelle est leur position vis-à-vis des prix du carbone? Parce qu'il n'y aura pas un prix du carbone mondial demain, il faut l'espérer après-demain, mais pas en tout cas, évidemment, à Paris, c'est beaucoup trop tôt. Alors j'ai une troisième idée, parce que toutes ces questions de réchauffement climatique sont, pour une bonne partie des habitants de la planète, quand même un peu abstraites. Vous avez évoqué, Madame la Ministre, tout à l'heure, l'accès de tous à l'énergie. Et je pense qu'on n'a pas bien réalisé que, depuis quelques années, les nouvelles technologies permettraient de réaliser l'accès de tous à l'énergie à des coûts probablement 10 fois plus faible que ce que l'on envisageait quand, il y a 15 ans, on parlait de l'accès de tous à l'eau ou l'accès de tous à l'énergie. La technologie, c'est quoi? C'est qu'on peut maintenant, c'est l'énergie décentralisée, et notamment avec le solaire, qui permet d'éviter de construire des réseaux. On peut donner l'accès de l'énergie à tout le monde sur la Terre sans avoir à construire de nouveaux réseaux de fils électriques. Je vais faire un calcul extrêmement simple. Aujourd'hui, on peut fabriquer pour $50 un petit équipement un peu rustique qui comprend un panneau solaire, qui comprend une batterie, une lampe et une prise pour le portable. Et avec ça, vous changez la vie de millions de familles. Il y a 1,5 milliard de gens qui n'ont pas accès à l'électricité. C'est à peu près 500 millions de familles. 500 millions de familles multipliées par $50, ça fait 25 milliards. On est avec 25 milliards, c'est pas cher. Vous étalez ça sur 5 ans, et pour 5 milliards par an, on est très à l'intérieur de toutes ces enveloppes dont on parlait tout à l'heure. Et donc, moi, je pense qu'on devrait coupler à Paris l'objectif de mesure, l'ensemble des mesures pour réduire le réchauffement climatique, mais prendre aussi, à l'intérieur des enveloppes, parce que c'est possible, un engagement d'accès de tous à l'énergie grâce à des technologies d'énergie renouvelable, puisque c'est le solaire.